pourrait se dire que c'est le 1er avril, que c'est une mauvaise blague que nous prépare le gouvernement, mais malheureusement, c'est la réalité de la France. Vous êtes moins enjoué que Catherine, qui est plutôt joyeuse. Ouais, Ça vous attriste moi, ça m'attriste parce qu'on est dans une situation avec une certaine gravité. Une situation où on est dans une situation pré-insurrectionnelle, avec une crise politique qui peut déboucher sur une crise de régime dans la mesure où il y a une impasse politique. Et lorsque vous avez des impasses politiques en France, ça débouche souvent, quand vous regardez sur le plan historique, à des changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 58 et ce qui s'est passé lors de la Révolution française. On va espérer que ça n'aboutisse pas dans les scénarios de la Révolution française, ni même à 58. Quand vous réfléchissez et que vous mettez à la place des ministres ou à la place des Français, vous dites, les Français vivent une situation difficile sur le plan économique et social. Les fins de mois sont compliquées. Qu'est-ce qu'un ministre parle de ses cas personnels lorsque vous êtes avec un peuple en souffrance? Normalement, vous recevez une délégation de pouvoir. C'est ça la démocratie représentative. C'est-à-dire que le peuple vous confère une partie de sa souveraineté pour que vous l'exerciez en son nom. Donc normalement, un ministère, le mandat de Premier ministre ou celui de Président de la République n'est pas un job, c'est une charge vis-à-vis des Français. Vous êtes là pour enlever la responsabilité des Français et l'exercer en leur nom. Donc vous n'avez pas à faire déballage de vos outils et de vos états d'âme personnels. Qu'importe que ce soit intéressant ou pas. Vous n'êtes pas là pour faire passer vos désirs personnels au-delà du désir collectif. Vous n'êtes pas là pour affaiblir l'image d'un pays. Quand vous exprimez comme ministre, vous exprimez pas comme Marlène Schiappa. Vous posez pas comme Marlène Schiappa, vous posez comme ministre du gouvernement de la France, de la 6e puissance mondiale. Une ministre de la 6e puissance mondiale n'a pas à poser dans un magazine type Playboy. Un ministre du gouvernement français n'a pas à parler de l'étalage de sa vie privée ou personnelle lorsqu'il doit défendre, en l'occurrence, la réforme la plus importante du quinquennat, qui est la réforme des retraites. Marlène Schiappa dit sur Twitter, défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Que vous êtes, William T. Oui, mais les femmes sont libres, je suis tout à fait d'accord avec elles, mais lorsque vous engagez dans un gouvernement, c'est ce que je disais, vous appartenez plus vous-même, vous appartenez à la France et vous appartenez aux Français parce que vous exercez, en contrepartie du pouvoir qu'ils vous donnent, la délégation de souveraineté et de responsabilité qu'ils en incombent. Et malheureusement, ce gouvernement en fait cruellement défaut. C'est contre la réforme des retraites, William T. Donc 3 à 6 000 personnes sur une ville, je crois, qui en compte à peu près 10 000. Donc c'est quand même assez important, évidemment. C'est pas. Alors, il devait être 40 000, bon voilà. Ils attendaient plus de monde. C'est quand même beaucoup. Et ça interroge sur le cas Elisabeth Borne. Si par cas on était uniquement sur une réforme portée uniquement par Emmanuel Macron, évidemment est le principal porteur de ce texte. Donc c'est lui qui est visé dans les manifestations. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui veulent en plus le départ de Borne, ça pose la question de son maintien. En tout cas, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un boulet pour Emmanuel Macron, qui doit porter comme atlas tous les malheurs du monde? Moi je pose la question pour plusieurs points. La première, c'est que Elisabeth Borne avait été mise en place au-delà des caractéristiques de genre. Donc moi, je pense que ça fait pas honneur aux femmes et à la cause féministe de mettre quelqu'un juste parce que c'est une femme. Je pense que ça les aide pas. On enlève ça. Elle devait tenir parce qu'elle était capable de porter un texte auprès des syndicats. Elle a réussi à réunir tous les syndicats contre elle. Elle devait aboutir à des coalitions dites de projet. Au final, elle a poussé de plus en plus le PS vers la NUPES et les Républicains, elle n'a pas réussi à convaincre les Républicains. Donc le projet de faire des accords texte par texte est quasiment mort, en tout cas dans les textes qui vont venir. Bon, d'ailleurs, on va retirer la loi immigration. Ensuite, après, elle devait calmer l'opinion publique et donc du coup apparaître notamment une figure plutôt sociale du gouvernement. Elle apparaît au contraire plutôt la figure de la plus conservatrice et la plus dure en portant un texte des retraites. Et au final, quand vous regardez les qualités qui restent à Elisabeth Borne, le fait de pouvoir élargir la majorité, de parler à l'opinion publique lorsque vous avez 25% de cote de popularité, c'est-à-dire que si Elisabeth Borne fait un TF1, il n'y a quasiment aucun sujet en fait. Les gens ne suivront pas ce que dit Elisabeth Borne. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt de son maintien. Elle a un avantage malgré tout, c'est qu'en fait, elle conserve le cœur de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, et un deuxième avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de remplaçant idéal pour la remplacer. Mais sinon, elle représente davantage pour moi un boulet pour Emmanuel Macron qu'un atout. D'ailleurs, mais moi je pense qu'ils se sont trompés dessus, je reviens juste en quelques secondes, ils ont maintenu Elisabeth Borne après l'échec de sa campagne législative, parce que c'est elle qui portait la majorité lors de la campagne législative, et ils l'ont pas sortie, d'une part parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de remplaçants, mais surtout parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un fasse moins de durée qu'Édith Cresson. Et je pense que leur erreur originelle date de ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'en fait tout est parti, et ils avaient quasiment aucune chance de pouvoir s'en relever. Le problème n'est pas le manque de candidats, il y a des candidats qui sont possibles. Le problème est de trouver un candidat qui est compatible avec Emmanuel Macron.
C'est ça le point essentiel. Et dans la série, ce que disait Benjamin sur le mouton à 5 pattes, il y a surtout la 5e patte qui est ne pas faire de l'ombre au président. C'est ça le problème. Ah ouais. C'est ça le problème essentiel. Parce qu'en il y a fait, des gens qui sont compétents, parce qu'en fait, tout de suite, il prendrait la lumière. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une majorité dite relative, il vous faut un Premier ministre politique. C'est ce qu'a fait François Mitterrand. Même s'il n'en voulait pas et qu'il le détestait, il a quand même nommé Rocard en 88. Et pourtant, il le déteste. C'est son ennemi personnel. C'était des ennemis jurés. Et candidat à la même élection en 81. Enfin, en tout cas, il devait le faire. Exactement. Donc, il faut un Premier ministre capable d'élargir la majorité. Un Premier ministre capable d'élargir la majorité, c'est quelqu'un qui représente soit un courant de pensée, soit qui a beaucoup de relations politiques et qui est plutôt charismatique pour pouvoir attirer à soi une majorité. Dans la situation actuelle où on a vu quand même quelle était la descente aux enfers de la majorité dernièrement, est-ce que finalement le président ne va pas prendre sur lui en disant après tout, il faut quelqu'un, tant pis pour l'histoire de l'ombre et l'image. Moi, ce que j'avais compris, c'était potentiellement, il y avait une hypothèse qui aurait pu contenter les Républicains. C'était qu'Emmanuel Macron se concentre sur ce qu'il aime faire depuis sa réélection. C'est-à-dire l'international et le régalien. Il laissait les affaires nationales et internes aux Républicains. Mais le problème des Républicains, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de majorité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une seule personne. Ça veut dire que si vous avez, mettons qu'on mette le meilleur des Républicains, c'est-à-dire Laurent Wauquiez, est-ce qu'il aura les 60 sièges ? Pourquoi c'est le meilleur des Républicains, Laurent Wauquiez ? C'est le candidat qui apparaît comme le plus naturel, qui est soutenu par le parti, par Éric Ciotti, par les groupes parlementaires, par Gérard Larcher, par Bruno Retailleau, qui veulent tous qu'il soit candidat naturel. Donc, il aura au moins le Sénat, il aura une grande partie de l'Assemblée nationale. Mais je vais arriver sur le compte. Admettons que vous mettez Wauquiez. Vous avez les 10 députés de chez Bertrand, menés par Pradier, qui ne vont pas voter. Donc il vous en manque 10. Vous n'en avez que 50. Vous avez pas chez Renaissance, il y a 242. Mais est-ce qu'ils vont tous voter la confiance à un éventuel Premier ministre, Laurent Wauquiez ? Non. Donc en fait, même si vous mettez Laurent Wauquiez, qui est le meilleur candidat chez LR, il vous manque un nombre de voix nécessaire. La deuxième possibilité, c'est de mettre un profil qui n'a pas d'ambition présidentielle, qui puisse contenter à la fois Modem, Horizon et éventuellement les Républicains. Et si vous mettez un profil qui n'a pas d'ambition présidentielle, soit vous mettez un ancien, donc qui a moins de capital politique, et le seul qui reste, il y en a deux qui pourraient rester chez les Républicains ou proches des Républicains, c'est François Baroin, dont le nom revient éternellement et qui ne sera jamais nommé, parce qu'éventuellement il ferait trop d'ombre à Emmanuel Macron, et je crois qu'Emmanuel Macron, on n'aime vraiment pas. Je ne suis pas sûr que François Baroin veuille Je ne suis pas sûr qu'il veuille y aller, mais que Macron n'en veut surtout pas à cause de l'épisode de l'AMF sur la question des impôts, etc. Ouais. Donc il reste une autre personnalité, mais je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron lui propose, et je ne suis pas sûr qu'il accepterait. Il reste plus que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on est à peu près dans le même type de décision pour Laurent Fabius que pour Roland Dumas pour la campagne de 95 avec les fameux comptes de Jacques Chirac. On est à peu près au même niveau. En fait, et il y a même des conséquences juridiques à long terme. Parce que s'ils acceptent ce texte de principe et qu'ils le valident intégralement, ce que je pense peu probable, ça veut dire qu'on pourra utiliser l'article 47.1, donc les textes budgétaires, pour faire passer d'autres textes d'ampleur qui ne prennent pas en compte que la dimension budgétaire. Donc ça crée un revirement sur les textes de finances de manière très large. Et donc, du coup, ça remet en cause toute la procédure parlementaire, le fait que ce soit spécifique, etc. Donc, je pense que ça pose un vrai problème. Il y aura un moins d'attrait à être député. Et ça pose un vrai problème. Le deuxième point que moi je vois, et c'est là où Benjamin Morel a donné le point essentiel, ce sont les conséquences éventuelles. Et quand on se met à la place du Conseil constitutionnel, qui a déjà dû délibérer récemment sur des conséquences similaires à propos de l'introduction du pass sanitaire et de la validité des décisions du Conseil de défense, il a à peu près le même type de décision. C'est-à-dire que si par cas il légitime trop le texte d'Emmanuel Macron, ils apparaîtra non plus comme un conseil constitutionnel indépendant auquel ils ont acquis leur indépendance depuis la décision liberté d'association depuis 1971, notamment par rapport au régime gaulliste. Et donc ça va poser un problème essentiel. Donc ils doivent être à la fois préoccupés par les intérêts du gouvernement, dans la mesure où si c'est pas Emmanuel Macron, on arrive aux extrêmes, mais en même temps pas trop proches non plus, parce que sinon, s'ils sont beaucoup trop proches, ils perdent l'indépendance du Conseil constitutionnel, alors que les magistrats, dans la 5e, se sont construits en indépendance, voire même en opposition au pouvoir politique. Moi, c'est le deuxième point que je vois. Le troisième point, ça va être les conséquences en matière de légitimité du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en fonction des textes, en fonction de la censure de certains dispositifs ou pas, ça posera le poids du Conseil constitutionnel éventuellement, je pense, à long terme, par l'équivalence de la Cour suprême aux États-Unis dans le système juridique français. Donc là, interveniez Pierre, c'était est-ce que le Conseil constitutionnel juge uniquement en droit ? Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que le rôle du Conseil constitutionnel élaboré tel la Constitution du 4 octobre 58 n'est plus le même. Le Conseil constitutionnel n'est absolument plus le même, dans la mesure où ils ont élargi le bloc de constitutionnalité avec la décision de 1971, liberté d'association. Ils ont créé de fait du droit. Donc ils ne jugent plus uniquement en droit, il est également co-auteur législativement. Ensuite, après, sur les décisions politiques, on a vu à la fois
que le Conseil constitutionnel, sur la décision de Roland Dumas sur l'arbitrage de 95, avait expliqué a posteriori que les comptes de Jacques Chirac étaient irréguliers, mais que ça mettrait le feu aux poudres si par cas il invalidait son élection et donc ses comptes de campagne. Et ensuite, après, il y a un autre point qui est beaucoup plus récent, c'est qu'au départ, il jugeait uniquement sur des questions politiques au sens large, mais le Conseil d'État a ouvert une brèche également, et comme vous l'avez rappelé, le secrétaire général vient du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État a ouvert une brèche avec la décision assurance chômage, auquel ils ont porter un regard au regard de l'actualité, de la pertinence du texte sur l'assurance chômage, notamment en analysant si le gouvernement pouvait prendre en compte ou pas les cycles économiques. Donc de plus en plus, le juge essaye non pas d'analyser uniquement en droit dans une conception plutôt classique et traditionnelle, mais de plus en plus sur les plans politiques, voire autres, ce qui pose la question, est-ce que le juge ne devient pas un co-législateur ?